En fait, dans le Coran, il parle de la troisième Rome. Et il y en a qui pensent que c'est la Russie. Parce que l'Empire romain, c'est la Tartarie en fait. Et eux, ils se sont combattus en Turquie contre les Byzantins. Et ils ont perdu cette guerre. Mais la prochaine, ils vont la gagner, celle-là, là. Ils disent que... Enfin, dans le Coran, c'est écrit comme ça. Après, il y a un mec qui avait découvert que... En fait, ce serait un pari entre deux gérants d'une mosquée qui faisaient un pari sur cette guerre. Qui va gagner, en fait. Et cette guerre, c'est la guerre de 30 ans. La réforme protestante. La guerre de Lituanie. C'est ça, en fait, ils l'appellent comme ça. Et c'est ce qu'on vit avec l'Ukraine encore. Et on a l'ancien pape, avant de mourir, il nous avait dit que sur l'Europe, il va y avoir un déluge d'islamiques qui vont en fait vont décimer tous les mécréants. On a le troisième secret de Fatima qui nous révèle que c'est la Russie, la Sainte Russie, qui a toujours gardé la foi, le respect, la dignité, et que l'Amérique ou la France même, en fait c'est une copie. En fait j'essaie encore de comprendre qui a copié l'autre, tu vois. Mais il y a une copie, c'est clair. À l'origine, un lieu était gouverné par les puissants géants Tataski Velikani qui étaient essentiellement issus des Ariens. La Tartarie était une immense masse terrestre et serait encore la plus grande aujourd'hui si les inondations de boue n'avaient pas tout détruit. En octobre 1586, la civilisation de la Tartarie, qui signifie lieu fort, fut établie. Qu'est-ce que la vraie histoire? Des chercheurs comme Anatoly Fomenko de Russie, un professeur très célèbre à l'université d'État de Moscou, ont présenté de nombreuses preuves concernant l'histoire du monde, et il a montré que de nombreux exemples dans ses recherches qu'une grande partie de l'histoire du monde a été modifiée, copiée et créée de manière factice. Il montre même dans ses recherches que la plupart des périodes de l'histoire du monde ne sont qu'un mensonge total. Jetez un coup d'œil à certaines découvertes de lui et par d'autres chercheurs. Les graphiques ci-dessous sont un exemple de Fomenko qui montre la similitude du nombre d'années gouvernées par les rois d'Angleterre et le troisième empire romain, principalement à l'est, et nous pouvons voir clairement qu'ils sont pratiquement les mêmes. Les lignes montrent combien d'années un roi a régné. Il est plus long s'il a régné plus longtemps. Vous remarquerez que les chronologies des rois des deux nations différentes sont similaires, qu'ils sont pratiquement les mêmes rois, sauf que leurs noms ont été modifiés pour créer des fausses histoires pour différents pays. Donc sur votre gauche, vous avez l'Empire byzantin et vous avez l'Angleterre sur votre droite. Fomenko montre le nombre d'années que ces gens ont censément gouverné dans les deux nations. Le nombre d'années est entre parenthèses. Puis le montre sur un graphique, en face de l'autre, montrant la similitude de nombre d'années pendant laquelle les rois ont gouverné leur nation. Donc là, vous pouvez le voir, hein, je vous cite juste un exemple. Et dis-toi que la guerre à Byzance, c'était la guerre de Troie. Rome antique ou la vieille Rome. La capitale de cet ancien royaume africain était située dans les Bouches du Nil. Plus tard, on l'a appelée Alexandrie. De nos jours, nous ne disposons pratiquement d'aucune source au sujet de ce royaume. Probablement c'est ici qu'est apparue l'écriture, premièrement, sous forme d'hiéroglyphes. Les hommes à cette époque utilisaient des idéogrammes. Conventionnellement, nous allons appeler Alexandrie la première Rome. Aucune des constructions cyclopéennes connues de nos jours n'existait encore. Les pyramides et le sphinx, les temples et les obélisques n'existaient pas. Ils seront tous construits beaucoup plus tard, à l'époque des 14e, 16e siècles de notre ère. Au 10e, 11e siècle, la capitale de l'Empire a été transférée sur le Bosphore, où est apparue la ville de Ioros, située en banlieue d'Istanbul moderne. Conventionnellement, c'était la deuxième Rome, connue également sous les noms de la Jérusalem biblique, de la Troie antique, de la Constantinople médiévale. C'était aussi la Byzance du Moyen-Âge et la ville turque d'Istanbul. Par exemple, lisons le texte du premier livre des Maccabées. Alors la bataille s'engagea, et Jonatas étendit la main pour frapper Bakidès. Mais celui-ci se retira en arrière, et Jonatas et ceux qui étaient avec lui se jetèrent dans le Jourdain, et ils le passèrent à la nage devant eux. Et les autres n'ont pas traversé le Jourdain. 1000 hommes du côté de Bakidès tombèrent ce jour-là. Ils firent le Jourdain devant le roi, et préparèrent la traversée du Jourdain. Quand le bateau qui devait transporter la maison du roi et servir le roi était passé, Sémei, fils de Géra, se jeta aux pieds du roi. En regardant le Jourdain moderne qui sépare Israël et la Jordanie, on s'étonne à nouveau comment les bateaux pouvaient naviguer sur cette petite rivière. Voici comment on raconte cela dans le livre de Josué.
Alors les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent. Elles s'élevèrent en un monceau à une très grande distance. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de Yahvé se tinrent de pied ferme sur la terre sèche au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. De ce lieu saint au milieu du fleuve, que les prêtres avaient pris 12 pierres en souvenir de cet hiver rude et du Bosphore Jourdain gelé. Alors, les dispositions géographiques et la nature de ces lieux correspondent presque parfaitement à la description biblique de la Judée et de Jérusalem. Selon notre reconstruction, le tsar Yuri III, connu comme Gengis Khan, du XIVe siècle, a fondé le grand empire mongol. Il est mort à un âge jeune. Tout comme les autres grands gouvernants de l'empire mongol, il a été enterré dans l'ancien cimetière central impérial de l'Égypte, connu aujourd'hui comme la nécropole du plateau de Gizeh. La grande guerre de Troie du XIIIe siècle de notre ère a été la première guerre mondiale du Moyen-Âge. C'était la guerre entre l'Est et l'Ouest. Elle a prédéterminé l'histoire mondiale pour plusieurs siècles à venir. Après la chute de Byzance, Jérusalem, au début du XIIIe siècle de notre ère, dans l'Empire byzantin commence l'époque des grands troubles. Commence alors l'exode, la fuite et en même temps l'invasion des différents groupements orientaux à partir du centre de l'Empire byzantin en désintégration. Ils se sont installés dans différents pays d'Europe et d'Asie. Les représentants de la dynastie royale de Byzance ont également fui de la capitale vers des provinces de l'ancien empire. Certains d'entre eux n'ont pas voulu accepter de perdre le pouvoir et ont commencé à agir pour la domination du monde. Suivant les idées des tsars byzantins, ayant une forte influence religieuse, leur dynastie avait le plein et légitime droit pour dominer le monde entier. Dans l'ensemble des territoires qui étaient connus, mais aussi de tous ceux qui seront découverts dans le futur. Ils voyaient ce droit comme leur héritage ancien sacré, duquel ils ont été illégitimement privés pour des causes temporelles, et lequel devait être restitué. Comme résultat sont apparus plusieurs États qui se revendiquaient comme les successeurs de l'ancien empire byzantin. Par exemple, l'empire de Nicée. Aux temps anciens, sa capitale c'était Iznik. Aujourd'hui, c'est une ville en Turquie. Un autre État successeur, c'était la principauté de Vladimir Souzdal. Sa capitale était Rostov-la-Grande. Les tsars de Vladimir Souzdal, à cette époque les tsars de Rostov, c'étaient des représentants de la dynastie byzantine chassés de l'empire après sa chute au début du XIIIe siècle. Tout comme les autres membres de la dynastie, ils ont commencé l'action pour la restauration de l'empire. Mais tantôt par la voie militaire, tantôt par la voie pacifique, ils furent les seuls à parvenir à créer un État puissant, peuplé de différentes ethnies, incluant les territoires de la Volga et de la région nord de la mer Noire. À la fin du XIIIe siècle, dans la Russe, le pouvoir des tsars devient très puissant. Il se base sur les richesses et les ressources naturelles énormes du pays, ainsi que sur sa puissante et nombreuse armée, la Horde, dont le corps principal était formé de troupes à cheval, les Cosaques. Ainsi, dans la Russe de Vladimir Souzdal est apparue la métropole d'un nouvel empire, le successeur de l'ancien empire byzantin. C'était la Russe Horde, ou le grand empire mongol. Le joug tataro-mongol n'a pas existé en Russie. Il n'y a pas eu d'invasion accomplie d'une ethnie étrangère. Ce qui est aujourd'hui interprété comme la conquête de la Russe par des Tatars mongols était en réalité l'unification des principautés russes et le renforcement du pouvoir de tsar dans le pays. Il se trouve que le scientifique russe Lev Gumilov a eu peut-être raison en disant que l'histoire du joug mongol a été inventée au XVIIIe siècle sous l'influence des idées sur les origines soi-disant d'esclaves des Russes. Les auteurs de cette idée, ce sont des étrangers, Müller et Schlosser, qui ont tout simplement répondu à une demande politique. Cette version est confirmée par des inscriptions qui ont été faites en arabe sur les anciennes armes russes. Aujourd'hui, il est convenu de croire que ces armes auraient été fabriquées en Turquie, en Perse et en d'autres pays musulmans. Alors pourquoi, déjà à l'époque des premiers Romanov, c'est-à-dire au XVIIe siècle, les armuriers russes ont décoré les armes avec des inscriptions en arabe? Ça concernait même les armes du tsar, qui sont toujours conservées au palais des armures. Ou prenons par exemple le casque de Damas du tsar Mikhail Fodorovitch. Autour de son sommet, on peut voir des arabesques ou des inscriptions en arabe. Voici l'une d'elles. Ce qui se traduit et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Alors que des récipients en verre, qui auraient été fabriqués 5, 10 ou même 15 siècles en arrière, d'après les affirmations des historiens, n'ont pas perdu leur aspect d'origine. Il se peut qu'il n'y ait aucune énigme. Tout simplement, l'âge de ces objets est surestimé. Dans ce cas, les choses s'expliquent, car elles contredisent clairement l'histoire et la chronologie. Regardons par exemple un sujet très répandu dans la peinture médiévale, le Golgotha et la Passion du Christ. Voici la cathédrale du Saint-Laurent à Nuremberg. Sur une des toiles, on voit la descente du Sauveur de la Croix. Regardez, on peut bien voir un large fleuve bleu et des collines. Et ceci est la cathédrale à Aix-la-Chapelle. Sur ce tableau, on peut également voir des grands arbres en longues branches et un détroit ou un grand fleuve. Sur cette toile-là, on peut remarquer un autre détail curieux. À côté de la croix, on voit un personnage en chapka en fourrure. Sur une des gravures de Dürer, représentant le chemin de croix de Jésus, on peut apercevoir un personnage qui est habillé de manière semblable. Cet homme porte aussi une chapka et un manteau chaud en plus. Toile représentant le chemin de croix du Christ est quelque peu inhabituelle. Comme vous pouvez le voir, les cavaliers portent des turbans et les extrémités des hampes sont couronnées de croissants. Les guerriers portent des boucliers au dos. Sur un de ces boucliers, on voit des croissants. Sur un autre, la croix qui est orthodoxe.
Sur les peintures médiévales, on peut souvent voir une autre particularité assez intéressante. Les peintres ont souvent représenté les personnages de l'Ancien Testament et de l'Antiquité comme leurs contemporains. Voici une gravure de chronique florentine du XVe siècle. Ici, Josué de la Bible, qui a vécu bien avant la naissance du Christ, est représenté comme un chevalier médiéval typique. Au sommet du tour de l'ancien Jéricho que Josué a attaqué, on voit des croix chrétiennes. Ici, sur l'icône de l'Annonciation, la Vierge Marie est représentée dans un entourage typiquement médiéval, avec des livres qui à son époque n'existaient pas encore. Ceci est la Bible du musée de Gutenberg à Mayence. Comme vous pouvez le voir, un illustrateur médiéval a armé les troupes de l'Ancien Testament de canons.